Bien, je vous propose de commencer. Mes chers collègues, je vous prie d'excuser le président Richard Ferrand qui ne peut pas être présent parmi nous et qui m'a demandé de le suppléer. Lors de sa réunion du 21 octobre 2020, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques a inscrit à son programme de travail, à la demande du groupe Les Républicains, une évaluation des politiques publiques en faveur de la citoyenneté, et il a désigné Madame Marianne Dubois et Monsieur Jean-Noël Barrot comme rapporteurs. Le groupe Mouvement démocrate, le MoDem, nous a toutefois fait savoir que Monsieur David Corsiero remplacerait Monsieur Barrot en qualité de rapporteur de cette évaluation à compter de ce jour. Au cours de cette même réunion, le comité a décidé, sur le fondement de l'article L132-6 du Code des juridictions financières, de solliciter l'assistance de la Cour des comptes, ce que le président Richard Ferrand a fait par courrier en date du 21 octobre 2020. Je suis donc très heureuse d'accueillir aujourd'hui le président de la 3e chambre, M. Louis Gauthier, qui va nous présenter l'enquête de la Cour des comptes qui s'intitule « La formation à la citoyenneté ». M. Gauthier est accompagné de Mme Mireille Rioux-Canal, conseillère maître, Mme Sylvie Vernier, conseillère maître, et M. Thierry Le Goff, conseiller maître. M. Gauthier, je vous en prie, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Je pense, on conserve le masque, hein, je pense, ou on l'enlève? Bon, d'accord, très bien. La Cour, vous venez de rappeler, Madame la Présidente, donc je ne vais pas revenir, les conditions dans lesquelles cette enquête a été confiée à la Cour par votre comité d'évaluation. D'abord, je vous présente un peu mes excuses parce que je sais, notamment pour en avoir discuté avec les rapporteurs très en amont, que c'est vrai que c'est une enquête dont vous souhaitiez les résultats le plus rapidement possible. Bon, on a pris un délai d'un mois de plus, ce qui fait qu'on est au fond dans les cadres des délais normaux pour une évaluation d'une politique publique. Mais ce retard est imputable, je dirais, si je mets de côté les circonstances de la Covid qui, dans certains cas, ralentissent le train normal de nos investigations, lié à la lourdeur de cette enquête et à la rigueur méthodologique qu'on a voulu lui apporter sur une politique publique qui est, il faut le reconnaître, moins bien définie que d'autres politiques publiques sur lesquelles nous avons eu l'habitude de travailler. Donc on a mis en place, et c'est rappelé dans le rapport, dans la description de la méthodologie, toute une série de batteries d'indicateurs, toutes des consultations extrêmement larges, à la fois sur pièce et sur place. Nous avons d'abord constitué un comité d'accompagnement. Les rapporteurs ont conduit plus d'une 60aine d'entretiens. Sylvie Vernier était responsable de l'équipe des rapporteurs sur ce contrôle, Thierry Le Goff en assurant le contre-rapport. Les rapporteurs se sont rendus aussi dans de nombreux établissements scolaires pour avoir directement un échange avec les praticiens, la direction et les enseignants. Et puis nous avons effectué des consultations et des enquêtes. Alors directement à partir de nos bases de données en direction des personnels de direction et des enseignants, ce qui nous a permis de traiter par sondage un certain nombre de réponses, mais quand même sur une base qui est significative, de l'ordre de 7000 à 8000 personnes interrogées. Une consultation réalisée par l'Ipsos, cette fois auprès de 2400 jeunes, qui a permis d'avoir une réponse ou des réactions relativement approfondies à la manière dont cette formation à la citoyenneté était perçue par ceux à qui elle est destinée. Et puis, cette fois avec l'IFOP, 3 ateliers citoyens nous permettant d'avoir une restitution plus qualitative des impressions des jeunes, et notamment sur des publics plus spécifiques en milieu rural, outre-mer ou dans certains quartiers destinataires de la politique de la ville. Donc ça a été une enquête qui a essayé d'être la plus rigoureuse possible, de mobiliser le plus d'informations possible sur une politique publique qui se heurte d'abord
un problème de définition de la notion même. Vous l'avez confié, et la Cour est très honorée d'une certaine manière de répondre à la question que vous lui avez posée, mais vous-même vous savez combien en posant ces questions, il n'y a pas de réponse qui s'impose naturellement, y compris quant aujourd'hui à la définition de la notion de citoyenneté. Il y avait à l'origine de la République finalement une définition assez simple. Le citoyen était formé à la fois à l'exercice de ses droits, de ses obligations civiques, à la défense de la nation. Aujourd'hui, cette notion est devenue beaucoup plus floue parce que la citoyenneté peut représenter soit la définition d'être un acteur engagé dans sa cité, ou tout simplement d'être quelqu'un en bonne insertion sociale. Et on constate d'ailleurs qu'en Europe, de plus en plus, pour faire place d'ailleurs à des définitions de la nationalité plus accueillante, soit de contextes locaux, soit d'appartenance communautaire, une vision qui est moins intégratrice au départ qu'est notre conception républicaine de la citoyenneté et de la nationalité, on estomper d'une certaine manière ce concept qui peut être appréhendé de manière très différente selon qu'on considère que la citoyenneté, c'est être inséré dans la société, être capable d'action d'intérêt général, mais sans que ça crée un lien particulier du type de celui qui existait, notamment au moment de la conscription, cet impôt du temps pendant la paix et du sang pendant la guerre, qui établissait évidemment pour la moitié d'une classe d'âge masculine un lien très direct avec la notion de nationalité et de patrie. Donc voilà, la première difficulté pour appréhender cette politique, c'est de s'entendre sur des critères. Nous avons essayé de faire le recueil le plus complet de la littérature, les avis du Conseil d'État, pour donner une définition qui finalement était assez large, et pour permettre d'accueillir la description qui en est donnée sur une politique publique qui souffre quand même de deux tares. La première, c'est de ne pas expliciter les objectifs de cette politique de manière très claire. Et la deuxième, c'est de ne pas la mesurer par des indicateurs en termes de résultats, que ce soit à la fin d'une formation, l'évaluation des connaissances, des compétences, des aptitudes, par exemple, ou tout simplement des critères d'efficacité. L'effet de mesure va même jusqu'à une imprécision quant aux crédits publics qui sont consacrés à cette politique. La Cour donne à gros traits des évaluations de 2 milliards, 1 milliard pour la politique de formation, 1 milliard pour la politique d'engagement. Tout ça mériterait d'être évidemment davantage précisé. Donc une politique publique qui ne définit pas complètement son champ en termes de caractérisation préalable de la notion, qui n'assigne pas à cette politique des objectifs clairs et qui par ailleurs ne les mesure pas, d'où une connaissance très lacunaire, parcellaire, la nécessité de faire masse de toutes les données recensées pour essayer de donner un visage à une politique qui par ailleurs s'incarne dans de très nombreux dispositifs. Alors cette politique, le plan a suivi ce rapport, d'abord traiter de la formation initiale qui, elle, est très caractérisée par le fait qu'elle s'adresse à tout le monde, elle fait l'objet d'un enseignement de la plus petite classe jusqu'au lycée, et la Cour après porte tentative d'évaluation, puis ensuite de jugement critique sur cette formation, puis une deuxième étape qui est celle, j'allais dire, du passage à l'acte ou du passage à l'engagement. Et il suffit de se reporter au rapport, et notamment à la page 51, pour vérifier combien les principaux dispositifs de volontariat offerts aux jeunes pour s'engager constituent un ensemble disparate et mal coordonné, où finalement on met bout à bout un dispositif qui est central dans cet ensemble,
qui est évidemment le service civique qui porte sur 140 000 personnes, un dispositif très caractérisé comme le SMA à 5 000 personnes, mais vous le voyez, par exemple, les volontariats à la francophonie de l'ordre de quelques dizaines, une cinquantaine de personnes. Donc on met ensemble des éléments à la fois disparates, peu coordonnés, d'échelons très divers. Et donc la réflexion de la Cour, elle est de savoir quel est au fond le continuum en termes de formation et quel est le continuum entre la formation et l'engagement. C'est ce qui rythme, je dirais, l'ensemble des réflexions de ce rapport. Alors, parmi les constats qui sont faits sur la première partie concernant la formation dispensée dans le creuset que constitue l'éducation nationale, qui garde une fonction, qui avait une fonction déjà centrale en termes de formation et qui par ailleurs a une fonction encore plus caractérisée du fait que désormais l'éducation nationale est désignée comme devant piloter les dispositifs des engagements de la jeunesse. Donc nous avons évidemment commencé par regarder comment fonctionnait cet enseignement, cet apprentissage de la citoyenneté. Il faut peut-être que je fasse une remarque préalable en disant que nous nous sommes interrogés sur les dispositifs étatiques, sur les dispositifs nationaux. Ce qui veut dire que nous avons pris en compte les contributions des collectivités locales ou les contributions des associations, dans la mesure où elles participaient à la mise en œuvre des politiques nationales de formation à la citoyenneté, soit dans les formations initiales possiblement, soit surtout en matière d'engagement. Donc il faut être modeste, il y a aussi un pan qui n'est pas restitué complètement sur, je dirais, la formation à la citoyenneté dérivée d'autres actions que peuvent mener les collectivités locales, par exemple les conseils municipaux des maires, je prends cet exemple, ou d'une manière structurelle des grands réseaux associatifs, dans la mesure où on a cette vision très extensive quand même de la notion de citoyenneté. Donc nous avons passé en revue les dispositifs nationaux. En ce qui concerne l'apprentissage, le constat de la Cour est que cet apprentissage est bridé en réalité d'entrée, d'abord parce que le poids de l'enseignement moral et civique dans les emplois du temps est relativement faible, que l'enseignement de l'éducation et aux médias et à l'information généralement n'est pas correctement retracé dans les programmes, que souvent le caractère monodisciplinaire des enseignements des professeurs crée notamment au lycée des contraintes sur qui doit enseigner cette formation à la citoyenneté. Plus largement, des insuffisances de la formation initiale et continue des enseignants, qui d'ailleurs au cours de l'enquête ont exprimé un certain désarroi sur la mission qu'on leur confiait, du fait justement d'une insuffisante préparation et surtout d'un cadrage des objectifs trop flou. À cela, il faut ajouter, ce que j'ai déjà indiqué tout à l'heure, une absence ou une insuffisance dans l'évaluation. Il y a des moments particuliers, notamment au moment du brevet ou au moment du baccalauréat, ou notamment l'oral du baccalauréat ou les entretiens du brevet, on pourrait tester les connaissances, mais surtout l'aptitude ou les engagements des élèves, et ce n'est pas systématiquement fait. Donc c'est vrai qu'une des préconisations de la Cour, après avoir relevé le caractère insuffisamment précisé et le désarroi de nombreux enseignants, de mettre sans doute en place des dispositifs d'évaluation plus systématiques de ces apprentissages. Alors, en dehors du système éducatif, on constate, je l'ai déjà indiqué tout à l'heure en renvoyant au rapport lui-même, une offre
éparpillé en ce qui concerne les engagements. Certes, la journée défense et citoyenneté s'adresse à tout le monde et donc donne à 800 000 jeunes gens d'une classe d'âge un certain nombre d'éléments de connaissances qui peuvent apparaître d'ailleurs, comment dirais-je, assemblés, plus que délivrant un message particulier. Voilà, des connaissances sur l'armée, les institutions, etc. Globalement, cette obligation est respectée. On ne souffre pas de désaffection concernant le fonctionnement de cette journée de défense et de citoyenneté. Ce qu'il en reste chez les jeunes voilà, reflète en réalité plus leur propre adéquation avec l'enseignement général ou leurs difficultés scolaires ou leur aptitude scolaire pour intégrer ces enseignements qu'autre chose. Alors, à l'exception du SMA dont j'ai déjà parlé, dont l'origine remonte bien avant la suspension dans le Code du service national en 1997 du service national, bon, à l'exception du SMA, et c'est vrai qu'on a eu une pluralité d'initiatives qui ont été prises, souvent d'ailleurs à la suite d'événements ayant eu un impact sur notre société, 2005, la problématique des banlieues, 2015, après la phase du terrorisme, bon, avec des interventions d'ailleurs du législateur pour essayer de redonner, notamment dans la loi de 2017 égalité et citoyenneté, une forme, comment dirais-je, d'appareillage de ces divers dispositifs. Quand on regarde qui est concerné par l'ensemble de ces engagements sous le mode du volontariat, on est à peu près sur 9 classes d'âge à 250 000 jeunes intégrant ces volontariats. Donc c'est 250 000 sur à peu près 8 millions. Ou c'est 25 000 sur 800 000 si on se ramène à une classe d'âge. Donc c'est à la fois significatif, 250 000, puisque c'est des jeunes entre 16 et 25 ans, mais il faut relativiser ces dispositifs, d'autant que dans la plupart des cas, comme ils font l'objet d'une démarche volontaire, d'emblée, il y a une démarche positive d'intégration qui est manifestée, ne serait-ce qu'en rentrant dans ces dispositifs. Donc la Cour, après, va revenir un peu sur l'expérimentation du SNU, en disant que y a quand même, si les expériences que l'on traite, qui sont décrites dans le rapport, produisent une conclusion qui aboutit à la généralisation, encore faut-il stabiliser une base juridique et faire une évaluation de coût quant au passage à l'échelle pour les 800 000 jeunes qui seraient concernés chaque année entre la fin de la troisième et la classe de seconde, avec, vous le savez, un dispositif qui s'articule autour de 3 modules, 2 modules obligatoires, un module facultatif, les 2 modules obligatoires étant décrits dans le rapport, ces 2 modules de 2 semaines pour l'instant, un premier module plutôt consacré aux apprentissages, un second module consacré et pas forcément sur son territoire, et un second module à des actions d'intérêt général, et puis le troisième renvoyant à des dispositifs d'engagement volontaire. Donc, comment organiser la plus grande cohérence des apprentissages, comment organiser une plus grande continuité entre la formation et l'engagement, et comment mettre en place, je dirais, un pilotage plus cohérent, notamment en termes de pilotage opérationnel. Alors, ce qui est clair, c'est que l'arbitrage a été rendu, notamment confiant au ministère de l'Éducation nationale également le soin de la mise en œuvre du SNU. La question qui se pose, c'est de la force institutionnelle et opérationnelle de la JEBVA pour mener globalement ce projet avec la direction de l'enseignement scolaire. Donc il est clair qu'aujourd'hui,
il y a la désignation de responsables. Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont... Quand on regarde par l'exemple du SMA et d'une certaine manière renseigne, parce que là, on voit que les armées, sur un dispositif qu'ils connaissent bien, bah, ils mettent des moyens qui font que le système est évidemment opérationnel et très efficace. Sauf que, voilà, les armées je reprends peut-être une casquette plus ancienne que celle de la Cour des comptes, mais voilà, les armées considèrent que voilà, elles ont une contribution à apporter, mais dès lors que la vocation du service national n'est pas un service militaire ni une contribution à la mission de sécurité et de défense prioritairement, leur responsabilité n'est pas d'être le pilote de cette affaire. Donc il y a... Mais on peut s'inspirer néanmoins des méthodes, des pratiques, des moyens mis en œuvre par ce ministère pour réaliser là où cela marche bien, comme le SMA, des formes, des dispositifs d'engagement. La Cour, en conclusion de son rapport, je ne veux pas être trop long parce que je pense que vous souhaitez qu'on échange et nous poser un certain nombre de questions, fait donc 9 recommandations. L'une qui va dans le sens du renforcement de l'éducation initiale à la citoyenneté et donc essentiellement à la fois une inscription plus claire dans les programmes, une désignation d'enseignants mieux formés pour les dispenser et une évaluation à certains moments des connaissances, des compétences, voire des aptitudes. C'est vrai qu'on pourrait considérer que dans un parcours scolaire, les actions d'intérêt général soient valorisées, y compris d'ailleurs l'engagement de certains élèves à être délégués de classe ou à être insérés dans telle association scolaire ou périscolaire, ce qui n'est pas fait. Et puis on appelle quand même un point d'attention sur l'éducation aux médias et à l'information. Alors le rapport, bon évidemment on essaye d'avoir l'évaluation la plus objective, au risque d'apparaître peut-être critique, mais quand même de nombreux exemples montrent, je reprends l'exemple de La Réunion par exemple sur la problématique de la formation aux médias et à l'information. Donc voilà, il y a des exemples positifs qui sont donnés. Mais là encore, il n'y a pas de rétex, c'est-à-dire il n'y a pas de généralisation des bonnes pratiques. Donc on pourrait se dire, quand on regarde tel établissement qui a mis un programme, il n'y a pas de... Donc ça c'est... Voilà, donc premier groupe de recommandations, renforcer l'éducation initiale à la citoyenneté. Deuxième groupe de recommandations, conforter et coordonner les dispositifs d'engagement des jeunes, avec la nécessité de rapprocher les dispositifs d'engagement, de mobiliser davantage les collectivités et les acteurs publics. On voit par exemple qu'en matière de volontariat au service civique, dans les dernières années, les administrations de l'État se sont mobilisées, alors qu'avant, c'était essentiellement les associations qui étaient porteuses de ce volontariat. Je crois elles sont aujourd'hui à 63 et en gros l'État à 25. Ce qui souligne la place sans doute trop limitée des collectivités locales dans la participation à ces dispositifs. Toujours dans le cadre de cette orientation, mais j'en ai parlé, la problématique qui reste un point sous forme de point d'interrogation de la généralisation du projet de SNU et qui supposerait une assise juridique et budgétaire. Et puis enfin, là, la Cour, dans son travail d'évaluation, ne peut que revenir sur les problématiques de pilotage, de défaut de critères et d'indicateurs permettant un suivi et des évaluations. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup. Je vais vous proposer de passer aux questions pour les rapporteurs. Madame, monsieur le rapporteur, je vous en prie, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Président, merci beaucoup pour ce rendu très général et à la fois très approfondi de ce rapport qui vous a demandé effectivement beaucoup de temps. Et j'avais plusieurs questions. Dans votre rapport, vous pointez du doigt les obligations existantes en formation civique et citoyenne qui ne sont pas suffisamment respectées dans le cadre du service civique.
par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui le reconnaît lui-même. Pourtant, la Cour recommande d'accompagner en puissance le service civique et de donner une assise financière au SNU. Cela m'amène à poser deux questions. Est-il d'une part possible de financer ces deux dispositifs de façon concomitante, sans préjudice l'un pour l'autre, tout en préservant bien sûr une diversité de dispositifs destinés à des publics segmentés? Et d'autre part, quels moyens faut-il pour que soient réellement respectées toutes les obligations existantes en formation civique et citoyenne, que ces deux dispositifs soient réellement de qualité? Et si vous me permettez une deuxième question, votre rapport souligne les très bons résultats relatifs aux dispositifs JDC, SMA, classe de défense et de sécurité globale, cadets de la défense, gérés ou en associant des militaires. Quelles sont les recettes de leur succès? Qu'ont-ils à apporter aux autres acteurs de l'éducation à la citoyenneté? Et dans votre rapport, vous développez largement le SMA, vous en avez parlé, mais par contre, le service militaire volontaire est peu mentionné, ainsi que les EPID. Ces deux dispositifs, pourtant, voient des résultats de sortie positive intéressantes dans le taux de, 70% à peu près, 70 à 75%. Ne faut-il pas développer les lieux de SMV pour que chaque région puisse en bénéficier, puisque en ce moment, il n'y a que 6 centres de SMV, et que chaque grande ville ou métropole bénéficie d'un EPID? Et que faut-il faire pour que la répartition territoriale de ces deux dispositifs soit bien meilleure? Voilà, et si vous me permettez, chers collègues, j'ai une dernière question. Concernant la JDC, n'est-il pas trop tard de détecter l'illettrisme lors de la JDC? Ne serait-il pas plus pertinent que ces évaluations soient effectuées au long de la scolarité au sein des établissements scolaires? Il en est de même pour les bilans de santé et informations générales sur l'égalité, par exemple, entre hommes et femmes. Cela permettrait de dégager du temps le jour de la JDC, qui ne dure qu'une journée, une petite journée, pour aborder plus en profondeur l'ensemble des thèmes traitant de la défense, du service civique, des volontariats, etc., des possibilités d'engagement, etc. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Je vous donne la parole, Monsieur le Président. Sur la dernière question, voilà, la réponse est dans la manière dont vous avez formulé vous-même l'interrogation. C'est sûr que mieux vaudrait avoir plus systématiquement au cours de la scolarité des évaluations, des trappes de l'illettrisme ou des défauts de suivi de la santé scolaire. D'ailleurs, nous étions venus il y a un an sur cette question rapportée devant vous sur les défauts de la médecine scolaire. Et un rapport de la Cour plus largement sur les réformes traitant de cette question de la prévention pour les jeunes en âge scolaire est également sorti. Alors, c'est vrai qu'au fond, reste attaché au mythe ou à la réalité de ce qu'a été le service national, mais l'idée que c'était le dernier filet, voilà, l'ultime moyen de rattrapage. C'est-à-dire pour ça que le service militaire, qui a eu à la fois évidemment une réalité dans la défense de notre pays, mais qui a agrégé, sans doute à travers une histoire recomposée, Valmy, Verdun, Puccio d'Alger, les jeunes avec le transistor, il y a toute une histoire qu'il faut... Et elle a agrégé cette idée que c'était la dernière étape où on avait une possibilité de rattraper en termes d'intégration, de formation, d'éducation et de soins. Donc moi, je ne suis pas... si c'est la dernière étape, c'est pas gênant. Si c'est l'étape exclusive, on n'est plus dans la même société où, au moment de la conscription, on enrôle des jeunes paysans, isolés, comme c'était au début du XXe siècle encore. Donc ça, voilà pour la réponse. Sur le SMA, j'ai déjà donné des éléments de réponse. Je pense que l'organisation, l'encadrement, fait qu'il y a une administration
avec les moyens, le rapport entre encadrants et encadrés, les supports de gestion. Évidemment, je vous dis, c'est 5000 qu'il faut adosser à ce qu'est le ministère de la Défense et dans les déploiements dans les territoires, aussi les unités qui participent à ce système. Je vais laisser peut-être Sylvie Vernier répondre sur les autres points. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas de contradiction à la généralisation du SNU et au volontariat des services civiques. Mais alors, le problème, c'est que dans la contradiction qu'il pourrait y avoir, notamment en termes d'équilibrage des finances publiques, des sommes qui sont affectées, comme on ne connaît pas l'évaluation du coût de la généralisation du service universel, c'est un peu difficile d'y répondre. Mais a priori, il n'y a pas... Voilà, on peut tout à fait envisager le SNU et le maintien de formes plus longues d'engagement volontaire. Pour compléter les propos du président sur l'articulation entre le service civique et le SNU, il n'y a aucune contradiction puisque le service civique a même vocation à devenir la fameuse troisième phase du SNU dans le schéma actuel, parce que nous insistons beaucoup dans le rapport pour montrer que ce schéma actuel, c'est un schéma terriblement lourd et complexe, donc coûteux, même si on ne connaît pas exactement le montant. Il y a quelques appréciations qu'on a relatées, qu'on a reportées dans le rapport, mais pour le moment, elles le sont vague, et elle concernerait principalement la phase 1, c'est-à-dire la phase du séjour de cohésion sociale. En ce qui concerne l'articulation, si ce schéma de SNU devient le schéma définitif, la phase d'engagement volontaire, qui se situe au-delà de l'année des 16 ans et qui donc repose sur le volontariat, pourra très naturellement être faite dans le dispositif existant, donc dans le service civique qui lui draine aujourd'hui 140 000 jeunes et qui doit en avoir depuis peu de temps, depuis le plan lancé par les pouvoirs publics, 100 000 de plus. Aujourd'hui, l'agence du service civique, c'est une subvention d'environ 500 millions d'euros. Ça veut dire, si on augmentait de façon conséquente le nombre de volontaires, on ne va pas l'augmenter tout de suite, parce que là, en ce moment, ils peinent à trouver des missions. L'agence du service civique se mobilise, mais elle a augmenté si vite le nombre de missions offertes à des volontaires, c'est difficile. Mais disons que ça l'augmenterait de 100 à 200 millions. Et puis pour le reste, les évaluations qui sont faites sur le coût du SNU portent essentiellement, comme je le dis, sur le dispositif, qui est le dispositif obligatoire, qui s'appelle le séjour de cohésion sociale. Donc, il n'y a pas de contradiction entre augmenter la part du service civique et puis organiser, développer et financer évidemment le séjour de cohésion sociale. L'articulation se ferait naturellement dans le schéma actuel. La difficulté, c'est la difficulté que rencontre aujourd'hui l'agence, c'est-à-dire qu'il faut les trouver, ces missions. Il va falloir trouver des missions, augmenter le nombre de missions. Le tissu associatif, qui est à l'origine des missions de service civique, a été très sollicité. Il peut l'être encore un peu, mais enfin bon. Les administrations ont répondu à l'effort qu'on leur demandait après 2015, après les attentats de 2015 où les pouvoirs publics les ont terriblement sollicités, l'éducation nationale étant en tête de ces offres du côté des administrations. Il reste un secteur où il y a un vrai gisement, c'est celui des collectivités territoriales, qui pour le moment est relativement peu présent et qui alors là offre des possibilités énormes, notamment dans un secteur qui attire beaucoup les jeunes, qui est celui de l'écologie finalement. Donc vous voyez, il n'y a pas de véritable contradiction. Quant au flux financier, ma réponse est un peu la réponse du président. On a tellement peu d'informations fiables sur le coût du dispositif. Pour le moment, il y a quelques projections, mais qui portent sur le SNU dans sa configuration actuelle. Cette configuration actuelle, elle peut être amenée à changer, parce qu'elle est lourde, elle est compliquée. On ne sait pas très bien comment ce séjour de cohésion sociale, si on l'étend vraiment à une génération, ça va se conjuguer avec l'obligation scolaire. C'est l'année où les jeunes ont 16 ans. Normalement, ils sont dans une classe qui n'est pas une classe d'examen, mais ils ont quand même un programme à faire. Ils ont un calendrier scolaire. Donc, comment agencer tout ça avec un séjour obligatoire qui doit se faire en dehors du lieu d'origine, de là où ils résident, qui doit durer dans le schéma actuel une douzaine de jours, c'est-à-dire 2 semaines en dehors de chez soi, où il faut être encadré, où il faut trouver des lieux. Donc vous voyez que toutes ces questions-là, nous avons essayé de montrer à quel point c'était des projections qui posaient des difficultés
non pas pour les expérimentations actuelles, 2000 volontaires la première année et un peu plus la deuxième année, et c'est prévu pour 50 000 l'année prochaine, c'est rien par rapport aux 800 000 que représente une génération. Donc la complexité, le coût, les moyens mobilisés, etc., mais ils seraient à l'échelle d'une génération. Donc nous sommes nous avons beaucoup de suspicions sur la capacité à garder ce schéma-là pour une génération complète. Évidemment, la suspicion s'étend au montant financier, mais comme je vous le disais, apparemment, compte tenu du coût de l'agence actuelle, de l'agence du service civique, et même du coût futur, si on intègre les 100 000 postes supplémentaires offerts à des volontaires, on n'est pas dans des ordres de grandeur énormes. Et puis, dernier point, quand même, tout ceci est intégré dans un énorme ministère aujourd'hui, qui est le ministère, on va dire, de la jeunesse, puisqu'il porte à la fois l'éducation et puis tous ces dispositifs de volontariat, et demain le SNU, si le SNU se déploie. Or, comme vous le savez, c'est quand même le premier budget de l'État. La mission, rien que la mission enseignement scolaire, on ne parle pas des autres, c'est quand même une masse très importante, de leurs 70 milliards d'euros. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans les... Voilà. Donc c'est une réponse qui dépend beaucoup des éléments financiers que nous n'avons pas pu, hélas, réunir. On a essayé de le faire, comme vous l'a dit notre président de chambre. On a vraiment essayé, mais on est resté un peu insatisfait parce qu'on n'a pas pu avoir une exhaustivité. Évidemment, pour les SNU, alors là, on est encore dans un flou total. Donc, vous posez aussi une question, juste un petit point, vous disiez la formation civique et citoyenne qui fait partie, qui est obligatoire dans le parcours du jeune en service civique, ne se déroule pas très bien. Il y a 1 jeune sur 4 en moyenne qui ne la fait pas, et au ministère de l'Éducation nationale, c'est l'inverse, c'est 3 jeunes sur 4 qui ne la suivent pas. Ce sont les données que nous a fournies le ministère de l'Éducation nationale, qui reconnaît quand même sa faiblesse. Comment faire pour l'améliorer? D'une manière générale, la formation civique et citoyenne, là, il y a un effort de l'agence du service civique qui date de 2 ans, qui a refait un référentiel, qui a organisé une série de contrôles qui ne faisaient pas, qui doit donner ses fruits petit à petit. La difficulté, c'est que pour les grands ministères, l'agence du service civique ne fait pas de contrôle. Nous l'avions constaté quand nous avions travaillé il y a quelques années sur l'agence du service civique. On a sollicité les grands ministères à partir de 2015, et étant donné que l'agence du service civique a du mal à faire des contrôles parce que les contrôles sont faits par des agents, et notamment des agents qui sont dans les services déconcentrés, ils sont peu nombreux, ils ont beaucoup d'autres tâches, elle ne fait pas beaucoup de contrôles, et pour le moment, elle épargne totalement, en tout cas le ministère de l'Éducation nationale. Il y en a eu dans le ministère de l'Intérieur, parce qu'il y avait eu des difficultés justement où les jeunes n'étaient pas dans des missions qui correspondaient à la philosophie du service civique, mais il n'y en a pas dans l'éducation nationale. Donc ce que nous préconisions il y a quelques années déjà, c'était de faire rentrer le ministère de l'Éducation nationale en tant que grand offreur de volontariat, de le faire rentrer dans le droit commun. Et donc de le mettre, de faire des contrôles ici ou là, ce qui n'est pas fait jusqu'à maintenant. Voilà, donc les deux actions, celle du service civique de l'agence pour vraiment améliorer la formation civique et citoyenne, et puis peut-être plus de contrôle pour pousser le ministère à remplir cette obligation, pourrait effectivement améliorer les choses. Donc si oui, il y avait encore une question. Donc vous nous... Voilà. Alors les PID... Voilà. Nous sommes interrogés, nous nous sommes mis en relation avec nos collègues des autres chambres qui travaillent sur les PID pour l'écarter de notre propos, parce que c'est quand même ce sont beaucoup plus des actions de formation professionnelle et d'insertion que de formation citoyenne. Bien que ça s'adresse aux jeunes et que ce soit un dispositif dont l'origine remonte aux armées. Mais nous l'avons volontairement écarté parce que ça nous paraissait éloigné d'un dispositif de formation à la citoyenneté. Comme nous avons aussi écarté le dispositif de stages citoyens qui constituent des sanctions pour des jeunes qui ont commis des infractions. Puisque nous avions circonscrit notre sujet, le président rappelait à quel point ce sujet est un sujet qui est vaste, qui est difficile à cerner, et nous l'avions circonscrit à toutes les actions de formation qui touchaient les jeunes et qui étaient des actions de formation, j'allais dire, de droit commun, c'est-à-dire ni à titre de sanction, et qui étaient des vraies actions de formation à la citoyenneté, mais qui ne s'intégraient pas dans un ensemble beaucoup plus vaste de formation de type PID, où il y a quand même un aspect formation professionnelle qui est très lourd.
J'espère que j'ai répondu à vos interrogations, madame. Une dernière question sur le SMV. Ah oui. Alors le SMV, le SMV, c'est un millier de volontaires, hein. C'est vraiment un tout petit dispositif. Donc nous ne l'avons pas du tout écarté. C'est un dispositif qui est tout à fait prometteur, puisque c'est une adaptation du SMA en réalité. C'est le succès du SMA qui a conduit les ministères à faire la même chose en métropole sous forme de SMV, et le ministère des Armées compte le développer. Nous ne nous sommes pas attardés parce que c'est vraiment oui, c'est le SMA, c'est la réplique du SMA, hein, adapté à la métropole. Donc il était inutile de le décrire ni d'insister sur ces aspects positifs. Et puis c'est un dispositif qui est vraiment limité, hein. 1200 volontaires peut-être en 2021, c'était l'objectif du ministère des Armées. Pour le moment, c'est en dessous de 1000 volontaires. Donc c'est un petit dispositif. Nous avons plutôt décrit les dispositifs plus importants en termes d'effectifs. Mais c'est un très bon outil comme l'est le SMA en termes de formation à la citoyenneté. Bien, je vous remercie. Je donne la parole à monsieur le rapporteur. Merci, monsieur. Votre rapport et l'explication. Moi, j'ai deux questions juste. La première question, c'est votre rapport évoque une meilleure prise en compte de l'éducation aux médias et à l'information et à l'engagement personnel des élèves dans l'enseignement public agricole, en page 24. Quelles en sont les particularités et est-il possible de les évaluer en termes de résultats? Et ma deuxième question, comment expliquer les moindres connaissances du milieu populaire en matière de citoyenneté? Quelles mesures permettraient de cibler cette population? Soit est-ce qu'il faut créer un module de citoyenneté, soit dans un futur contrat, ou une prise en compte de la problématique avec ce qu'on appelle les cités éducatives sur l'été? Merci. Aussi Sylvie sans doute répondre plus précisément, mais c'est vrai qu'on a constaté que l'enseignement agricole avait développé des bonnes pratiques et un système qui est finalement plus évaluatif. Donc voilà, on vous le décrira plus complètement. La question que vous posez sur la problématique des milieux défavorisés, et notamment, c'est vrai que le panel, la consultation des 3 panels qualitatifs, a souligné, comment dirais-je, j'allais dire presque idéologiquement ou philosophiquement, la question, au fond, de l'égalité devant cette formation. Donc, il y a un effet déformant qui est lié, j'allais dire, à la moindre, aux difficultés scolaires, peut-être de ces milieux. Mais comment avoir, j'allais dire, des formations plus spécifiques, alors qu'on va avoir plutôt un moule unique de la citoyenneté. Donc, s'il faut envisager des formations adaptées selon les publics, d'une certaine manière, c'est la démonstration que votre objectif n'est pas atteignable, c'est-à-dire de créer l'idée d'une communauté, de destin, d'adhésion à des valeurs largement réparties, etc. Mais au fond, ce que ça souligne surtout, c'est si les résultats en termes de connaissances sont de moindres résultats, c'est à relier plus généralement à la problématique de la réussite scolaire et de la nécessité, ça c'est d'autres rapports de la Cour, d'avoir une distribution des moyens, des types de formation qui permettent une plus grande réussite scolaire de certains publics. Sylvie. Cette réponse, la réponse qui vient de vous être faite par le président est tout à fait complète. Il en est de la formation à la citoyenneté comme du reste de l'éducation. Il n'y a pas de remède miracle, mais effectivement, ici ou là, nous avons rencontré des enseignants, enfin nous les avons rencontrés beaucoup en visioconférence pendant cette enquête, mais on est allé dans un grand nombre d'établissements, vraiment, vous en avez une liste en annexe. On a volontairement fait beaucoup de terrain parce que
la formation à la citoyenneté à l'école, hein, dans la sphère scolaire, on va dire, des petites classes jusqu'à la terminale, c'est quelque chose qui se déploie de manière extrêmement différente d'un endroit à l'autre. Nous regrettons globalement, et nous avons essayé de comprendre pourquoi ce parcours citoyen il se déploie difficilement. Il y a vraiment des explications qui vous auraient été rapidement présentées, qui tiennent à l'organisation même de la scolarité, enfin du dispositif scolaire, à la formation des enseignants qui est insuffisante. Mais c'est aussi parce que le parcours citoyen, l'idée d'un parcours citoyen, c'est quelque chose qui repose totalement sur la communauté éducative. Quand je dis communauté éducative, ça va au-delà des simples enseignants. C'est-à-dire que les personnels de direction, les personnels d'encadrement, le professeur documentaliste qui tient le CDI, hein, font aussi partie de cette communauté. Il faut que tout le monde s'y mette pour que ça fonctionne bien. Et nous avons rencontré dans des collèges, dans des écoles, dans des lycées, des expériences extrêmement réussies. C'est possible. C'est possible sous un certain nombre de conditions qui sont justement, d'une part, la mobilisation de tous ces personnels, et puis d'autre part, des efforts particuliers d'un certain nombre d'enseignants. Et suivant les établissements, la population scolaire, j'en viens à ces publics un peu plus difficiles, la population scolaire est différente et c'est pas forcément dans les endroits où cette population scolaire est un peu difficile, hein, on va dire les lycées d'enseignement professionnel ou les établissements qui se trouvent en REP+, c'est pas forcément là que les parcours citoyens étaient le moins bien mis en œuvre. Mais ça ressort, leur difficulté ressort de ce que nous savons de l'intégration de ces publics d'une manière générale. Le sondage que nous avons fait nous a beaucoup aidé, hein, comme vous l'a dit le président, on a fait un sondage auprès des jeunes. Nous avons aussi fait ces ateliers où on a réuni des petits groupes, enfin nous avons réuni, c'est un prestataire spécialisé qui l'a fait pour nous, mais avec des questionnaires que nous avions élaborés et une progression, ça a duré une journée complète, une progression dans les questions, dans l'implication, etc., que nous avions préparé. C'était extrêmement instructif de voir à quel point justement ces jeunes sont loin des notions de citoyenneté, mais comme ils sont loin de toute une série de notions abstraites qui leur sont délivrées dans l'enseignement. Et sur le terrain, à l'inverse des ateliers, ça c'est des ateliers que nous avions organisés, sur le terrain, on a rencontré des jeunes qui parfois étaient tout à fait engagés et dans le parcours citoyen, ils pouvaient même s'engager eux-mêmes volontairement comme délégués ou autres. Voilà pour la première partie, je ne serai pas plus longue. Sur l'éducation aux médias et à l'information, nous avons constaté qu'alors là, c'est véritablement le parent pauvre du parcours citoyen, puisque c'est un enseignement qui n'a ni horaire ni programme. Or, dans l'enseignement agricole, et c'est là une grande différence, dans l'enseignement agricole, l'EMI figure explicitement dans les référentiels. Contrairement à ce qui se passe dans l'éducation nationale, on va dire, hein, ou dans l'éducation privée sous contrat. Donc ça figure très explicitement. Et de surcroît, il y a évidemment des documentalistes, mais il y a également un enseignant d'éducation socioculturelle, ça c'est une particularité des corps enseignants de l'enseignement technique agricole, qui joue un rôle dans le parcours citoyen et en partie dans la partie formation aux médias et à l'information, et qu'ils interviennent pour tous cette catégorie d'enseignants particuliers, intervient à tous les niveaux. Voilà pourquoi il nous a paru que la manière dont c'était organisé l'enseignement technique agricole était plus avancée que celle de l'éducation nationale. Et nous avons aussi souligné, alors il y a un frein, qui est un frein très particulier à l'éducation nationale, c'est les obligations de service de ces professeurs documentalistes. Ça nous a paru très paradoxal. Le professeur documentaliste, puisque maintenant les documentalistes, contrairement à ce qui se passait dans des temps reculés, les documentalistes, ce sont des enseignants qui ont une formation. Et ce sont les seuls enseignants qui ont une formation aux médias. Les autres ne l'ont pas. Bon. Mais ils sont dans leur centre de documentation et ils n'interviennent qu'à la demande des autres enseignants. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des endroits où il se passe des choses très intéressantes, avec des vrais projets collectifs où plusieurs enseignants fonctionnent ensemble. Dans ce cas-là, ils travaillent. Mais dans les autres collèges ou dans les autres lycées, où il n'a pas de sollicitation particulière, et il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'horaire, donc il ne peut pas intervenir tout seul, à ce moment-là, cet enseignant qui pourtant a une compétence, une vraie compétence professionnelle acquise grâce à sa préparation à son diplôme, n'est pas sollicité et ne travaille pas.
Voilà. C'est la grande différence donc entre les deux, l'enseignement agricole. Et je crois qu'aujourd'hui, le ministère en a pris conscience, puisque récemment, il avait sollicité un groupe de travail et il a fait faire une étude. Et il s'est engagé, à partir de cette étude que nous relatons dans notre rapport, à mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Je crois que notre collègue Thierry Michels, s'il vous plaît. Oui, mais merci Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs de la Cour des comptes, merci pour votre rapport qui, une fois de plus, démontre l'intérêt de nous avons de travailler entre l'Assemblée nationale et la Cour des comptes sur ce sujet hautement important, parce que effectivement, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, ce travail vient suite à la forte abstention qu'on a pu constater lors des dernières élections. Et il n'y a pas de démocratie sans citoyens. Et je voudrais centrer mon propos sur l'éducation initiale à la citoyenneté, donc qui se déroule à l'école, comme vous l'avez justement souligné. Moi, je partage vos constats sur le manque de moyens mis dans l'éducation morale et civique. Et une première question que j'ai pour vous, c'est finalement, si il fallait réorganiser notre enseignement scolaire, finalement, choisir, c'est renoncer. Qu'est-ce qu'il faudrait enlever ou restructurer de manière à mettre l'accent sur ce qui est quand même essentiel, c'est-à-dire finalement, au lieu de bourrer la tête de nos enfants de connaissances dont ils ne sauront rien faire, il faut leur donner les fondamentaux, dont l'éducation à la citoyenneté et l'esprit critique. Donc qu'est-ce qu'il faudrait réorganiser? Peut-être aller un peu loin. Je pense qu'il y a sans doute d'autres leviers à approfondir. Enfin, nous-mêmes, on est sollicités en tant que députés pour des visites de classe à l'Assemblée nationale, mais je pense qu'on pourrait beaucoup plus développer ce type d'initiative par rapport aux assemblées territoriales, et ça devrait être un objectif finalement pour chaque élève dans notre pays d'être allé une fois dans une assemblée, voir concrètement comment ça fonctionne, que ce soit à Paris ou dans les régions. Je pense qu'il y a aussi la reconnaissance du rôle par exemple, des délégués de classe, donc de ces jeunes qui finalement s'impliquent très tôt. Et j'en ai eu l'exemple hier, j'étais travaillé avec ma collègue Sylvie Charrière sur les cités éducatives de Strasbourg, et on a eu lors d'un échange avec les habitants du quartier d'Haute-Pierre, le collège Erasme et son principal nous ont délégué des délégués de classe qui sont venus s'exprimer par rapport à leur attente sur la cité éducative. Et je trouve que c'était un bel exemple finalement de concrétisation de l'engagement et de l'écoute qu'on pouvait avoir à la parole de ces jeunes. Et peut-être cette question, ça a été rappelé par monsieur le rapporteur, quel rôle pourraient avoir les cités éducatives justement en termes de promotion spécifique de la citoyenneté, puisque comme ça a été rappelé, vous êtes dans ces quartiers où il y a on est plus loin de la citoyenneté. Donc est-ce que vous avez pu voir dans votre tour de France peut-être des illustrations concrètes ou des exemples inspirants? Je voudrais rapidement venir sur la question de la gouvernance, puisque j'ai vu en préparant votre audition, on a vu qu'il y a donc un comité d'éducation à la santé et la citoyenneté, qui me semble être l'organe qui doit fédérer ça au niveau de l'éducation nationale des établissements. Donc déjà, première réflexion, que vient faire la santé avec la citoyenneté? Je sais que tout est dans tout, mais... Et quand on regarde quand on va sur le site, on clique sur l'éducation à la citoyenneté, on tombe sur une page 404 qui n'existe pas. Alors c'est un peu gênant, c'est un bug informatique, mais enfin, plus sérieusement, donc comment faire fonctionner ce comité de manière plus efficace? Et ça a été dit par madame en disant il faut associer tous les acteurs finalement du parcours citoyen, pour le parcours citoyen, tous les acteurs de l'éducation. Donc je pense que ça pourrait être un endroit, sans doute un comité à revaloriser, à réactiver. Et j'en termine avec peut-être votre réflexion sur le regard sur nos pays voisins, les pays européens. Donc vous citez de l'éducation dans d'autres pays. Est-ce que vous avez pu voir des endroits où finalement cette éducation est bien mieux faite qu'ailleurs et qui se traduit effectivement par une meilleure participation des citoyens dans les élections? Je vous remercie. Monsieur le Président. Mais pardon, excusez-moi. Sur la dernière question, oui, on a donné quelques comparaisons. Elles sont difficiles. Je ne crois pas qu'il y ait de modèle qui s'impose vraiment. Il y en a qui nous ressemblent plus dans la manière de concevoir le programme ou l'enseignement.
Les pays anglo-saxons sont par exemple beaucoup plus réticents à franchir le pas de l'aptitude, voire de l'attitude à la citoyenneté, en considérant qu'on va trop loin dans l'influence, voilà, que chacun est libre, après tout. Donc, ils ont une approche qui est plus restreinte, mais on reviendra peut-être sur des exemples plus précis. C'est vrai que la Cour ne rentre pas sur la question de la programmation ni du temps scolaire, en considérant que voilà, c'est pas son domaine d'évaluation. Mais l'essentiel de cette formation, elle est quand même dispensée par les professeurs d'histoire, en termes de connaissances. Et c'est vrai que là où en réalité ça marche bien, et la crise d'une certaine manière l'a démontré pour d'ailleurs l'application de tous les programmes, c'est qu'en réalité il devrait y avoir des équipes d'enseignants qui travaillent ensemble. Parce que dans tous les cours, on peut faire de l'apprentissage à la citoyenneté, aussi bien en lettres sur un sujet, ou même en maths sur les problématiques d'information, d'algorithmes, etc. Donc il y aurait des approches. Et d'ailleurs, je dirais, cette façon de faire percoler l'information plutôt que d'avoir un cours ou exclusivement des cours très dirigés, et à mon avis, en termes d'imprégnation d'un jeune, au moins aussi intéressant. Et donc, voilà, là où ça marche bien, et je pense que Sylvie pourra donner des exemples, c'est quand il y a un projet d'établissement, quand il y a des équipes d'enseignants qui prennent en charge cette question, et voilà, et qui, soit dans leur pratique, soit dans l'incitation, vous avez évoqué les délégués de personnel, les foyers d'élèves, les activités périscolaires, etc., poussent effectivement les jeunes à s'engager. Sur la gouvernance, donc je vais peut-être laisser Sylvie répondre sur ces deux questions, puis peut-être sur la gouvernance, Mireille Joucanal, qui est la présidente de section sur... Voilà. Peut-être deux mots sur les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté, monsieur le député. Nous nous sommes bien posé la même question que vous déjà dans nos travaux sur la santé scolaire, parce que réunir la santé et la citoyenneté ne va pas de soi en dehors de l'éducation nationale. Tout simplement, ils ont réuni un peu tous les projets éducatifs, les éducations à l'égalité entre les filles et les garçons, à la citoyenneté, au respect de la différence, etc. Et donc, l'éducation à la citoyenneté, notamment à travers la pratique des délégués de classe, délégués des élèves, délégués qui siègent aussi dans les comités locaux. Et puis, vous savez qu'il y a un comité académique, donc il y a toute une déclinaison de ces comités. Et en fait, c'est une construction qui a le mérite d'exister, mais qui, en même temps, est à côté de l'enseignement et en quelque sorte en dehors. C'est-à-dire que le volet éducatif, c'est la particularité de l'éducation nationale, est quand même un peu à côté des apprentissages en classe et de l'enseignement que dispense le professeur, le plus souvent, d'histoire-géographie. Voilà. Alors, il se trouve que dans l'enseignement agricole, en revanche, s'il y a des facilités pour dispenser davantage d'éducation à la citoyenneté, d'enseignement, ça tient aussi au fait que tout simplement, dans les référentiels des élèves, il y a aussi assez systématiquement des horaires de pluridisciplinarité qui existent alors de très longue date dans cet enseignement et qui n'ont été introduits que plus récemment, notamment dans le cadre de la réforme du collège à l'éducation nationale. Donc, il est plus facile à des enseignants de disciplines différentes d'intervenir ensemble et donc de déployer une pédagogie de projet, une pédagogie très concrète. Et on y gomme plus facilement la différence entre la transmission de connaissances et la mise en pratique, puisque on a un enseignement plus concret et davantage axé sur la préparation d'un projet de classe et la mise en œuvre de ces projets communs. Et les enseignants travaillent plus facilement en équipe également.
Donc voilà, mais côté éducation nationale, on passe par cette filière un peu séparée qui est celle de cette comitologie des élèves. Et je crois d'ailleurs que les rapporteurs ont relevé que certains font valoir dans la communauté éducative que il y a des représentants des élèves déjà au conseil d'administration. Alors comment est-ce que les représentants qui sont au comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté se situent par rapport à ça? Enfin, il y a différentes formes de représentation des élèves, en tout cas. Voilà ce que l'on peut en dire. Je vous remercie. Madame Magnier, vous avez maintenant la parole. Merci Monsieur le Président, merci Madame et Monsieur le rapporteur. Je voulais rebondir sur le SMA et la question que vous évoquiez, Madame la rapporteure, sur finalement quels sont leurs grands atouts et pourquoi est-ce que ça fonctionne. Pour avoir la chance d'avoir une antenne SMV à Châlons-en-Champagne sur ma circo et pour avoir eu aussi la chance d'avoir une cohorte SNU, ça me permet de faire la comparaison avec les deux. Et pour moi, la vraie force du SMV et donc de l'armée, c'est sa capacité à nouer des partenariats. Et sans vouloir être trop sévère, je pense que l'armée est beaucoup plus en capacité de s'ouvrir et de nouer des partenariats que l'éducation nationale, qui tente désespérément d'organiser toute seule le SNU avec toutes les difficultés qu'elle rencontre. Et d'ailleurs, pour la blague, chez moi, les encadrants de SNU étaient des réservistes de l'armée de terre. Voilà, ça marche plutôt pas mal parce qu'ils ont pour le coup une conscience citoyenne assez développée et qu'ils avaient envie d'être utiles à nos jeunes qui s'engageaient sur ces premières cohortes de SNU. Et je pense que le sujet est vraiment là, c'est la capacité à nourrir des partenariats et à s'ouvrir au maximum pour aller chercher les ressources là où elles existent pour accompagner nos jeunes dans leur formation à la jeunesse. Moi, je voulais aussi vous interroger finalement dans votre rapport. Vous n'évoquez pas du tout le rôle des élus dans la formation à la citoyenneté, dans l'éducation à la citoyenneté de nos jeunes. Vous parlez du rôle des collectivités territoriales, mais dans la version administration, et plutôt d'ailleurs toutes les administrations publiques sur l'accueil de nos jeunes dans le cadre des différents dispositifs qui existent, et je vous rejoins parfaitement. Il faut que nos collectivités territoriales s'engagent davantage sur l'accueil des services civiques, sur l'accueil aussi des apprentis. On a encore trop peu d'apprentis dans nos administrations publiques. Et d'ailleurs, dans le cadre du PLF, on va accentuer ces choses-là via le financement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales. Mais je pense que les élus ont aussi un vrai rôle à jouer. Et pour rejoindre un petit peu ce que mon collègue disait, dans le cadre des EMC, généraliser un temps d'échange avec un élu local, un élu national, etc. Enfin, c'est vrai qu'en tant que député, on est pas mal sollicité pour intervenir devant nos jeunes. Et d'ailleurs, quel que soit l'âge, que ce soit le Parlement des enfants, CM1, CM2, mais aussi collège, lycée, dans le cadre de leur formation citoyenne. Mais ça dépend grandement de l'équipe pédagogique, de l'établissement. Donc moi, je serais en tout cas assez favorable à ce que ce temps d'échange en présence d'un élu, qu'il soit local ou national, devienne obligatoire dans le cadre de la scolarité de nos enfants, à la fois au collège et au lycée. Je pense que 2 temps sont importants. Ça permet aussi peut-être de désacraliser certaines images. On a une jeunesse qu'on considère peut-être pas très formée à la citoyenneté, mais qui pour autant est très engagée. Alors plutôt sur des grandes causes que sur de la politique ou de la citoyenneté comme nous on l'entend, mais on a quand même une jeunesse qui est particulièrement engagée, mais qui fait face aussi à d'énormes stéréotypes. Moi, j'accueille énormément de stagiaires chez moi, notamment les loulous de 3e, et pour eux, globalement, un homme politique, c'est quelqu'un de 60 ans en costard-cravate, quoi. Donc, donc je trouve que non, mais notre rôle d'élu, il est aussi là, et créer ces rencontres humaines entre nos jeunes et leurs responsables politiques, c'est peut-être aussi leur ouvrir le chemin de la citoyenneté en cassant quelques stéréotypes. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Non, juste une réaction. Je pense que vous avez raison. Toutes ces initiatives sont positives, ouvertes. Mais c'est vrai que la Cour, dans son rôle d'évaluation des politiques publiques, ne pouvait pas évaluer les initiatives des élus, mais simplement les initiatives prises
par l'État dans des politiques nationales. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est vrai qu'il y a quand même un pan, alors les élus, mais en tout cas collectivités locales, d'action spontanée, qui est donc du coup un angle mort sur le. Enfin, ce serait intéressant de regarder, pas simplement comment développer l'association des collectivités locales à la mise en œuvre des dispositifs nationaux d'engagement, pour les renforcer, en particulier s'il y a le passage au SNU et notamment pour la troisième phase sur les engagements, mais aussi très spontanément beaucoup d'initiatives qui existent, qui se font, mais c'est vrai dont on n'a fait pas le recensement et pour lequel on aurait de toutes les façons pas été en situation de les évaluer ou de les apprécier. Merci beaucoup et je passe enfin la parole à notre collègue Yves Daniels. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, j'ai pris donc les choses en cours. Donc je peux faire des erreurs, évidemment. Donc vous me rectifierez au cas où. Finalement, c'est un beau sujet, la formation à la citoyenneté. Et on va chercher des réponses, et le rapport est très intéressant. Je ne l'ai pas lu dans le détail, mais regardez les choses quand même. Et je me dis, il y a à la fois des réponses techniques, voire financières, mais il y a aussi des réponses humaines. Et partant de cela, quand on parle de citoyenneté, évidemment, ça touche donc profondément à l'humain, l'individu, le citoyen. Et donc, je cherche, moi, finalement, des réponses qui seraient plutôt que j'appellerais des liens et des passerelles que je ne trouve pas dans le rapport entre la famille, la parentalité, l'école et la société. Finalement, quelles sont les passerelles qui nous permettent de mettre en cohérence tous les moyens de la formation à la citoyenneté. Si la famille et les parents éduquent, l'école instruit, et tout le monde forme. Et donc finalement, je cherche comment faire en sorte que chacun puisse prendre sa part de responsabilité et que les choses soient qu'elles soient claires, bien comprises et partagées pour l'efficacité. Donc, je m'interroge beaucoup sur ce volet-là. Deuxième chose, vous avez parlé de la formation agricole et de ce qu'apporte la formation agricole et que n'apporte pas l'éducation nationale. Pour tout vous dire très simplement, et vous pourrez m'oublier si vous voulez, mais je suis député en Loire-Atlantique et je suis paysan retraité, issu des maisons familiales rurales. Donc de cette fameuse formation par alternance, cette pédagogie de l'alternance, qui est finalement la pédagogie de la démarche de projet. Et c'est peut-être un peu, je vous dis ça donc en conclusion, pour que vous compreniez un peu ma réflexion, parce que ça me paraît important d'aller à la recherche de cette cohérence si nous voulons gagner en efficacité, il me semble. Et l'objectif, c'est bien, par les temps qui courent, a fortiori, c'est de gagner en efficacité. Il me semble qu'on a des questions à trouver à très court terme, à court et moyen et long terme, certes. Mais voilà un peu ma réflexion. Merci. Merci, Monsieur Daniel. Je passe la parole à Monsieur le Président. Oui, je vais laisser développer Mireille Rucanal, qui connaît bien par ailleurs les questions de l'enseignement agricole. C'est vrai qu'alors là, vous élargissez encore plus le champ de la réflexion, et sans doute avec raison. La seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'au moins l'État, à travers ces politiques, doit permettre à un jeune d'accéder à un exercice informé de ses devoirs et de ses obligations comme citoyen. Donc d'abord de les connaître, et ensuite de l'avoir amené à se façonner pour avoir, je dirais, lui-même un comportement ou des formes d'engagement qui permettent de manifester qu'en réalité, non seulement il a intégré ces enseignements, mais que d'une certaine manière, il participe
d'un fonctionnement solidaire de la société. Donc ça, c'est ce qu'on comprend que ce soit une responsabilité de l'éducation nationale. Et c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai commencé à dire au début, le fait que ces politiques nationales n'aient pas suffisamment décrit ces objectifs précis est quand même une difficulté principale. Parce que vous voyez bien, après vous, avec raison d'ailleurs, on passe de l'éducation d'un enfant dans le milieu familial jusqu'à l'insertion professionnelle. Et vous voyez bien qu'on couvre à ce moment-là tout un spectre. Au moins, voilà, ce sur quoi nous sommes penchés, ce n'est qu'un segment, mais c'est un segment quand même ô combien essentiel. Sur une réponse que vous avez posée et vous nous avez demandé de traiter. Donc je pense que vous avez raison de souligner que c'est une question importante pour notre pays. Alors, pour compléter sur le lien entre l'école et les familles, évidemment, vous prenez un exemple qui est celui des maisons familiales rurales, qui est tout à fait, je dirais, éloigné de ce que connaissent la plupart des enfants, puisque dans ce cas précis, le parcours éducatif et le parcours de formation, il est co-construit avec les familles, il est porté par les parents, et on est dans un cadre d'alternance particulièrement concret qui est très propice à la mise en œuvre de projets éducatifs. Alors pour autant, l'éducation nationale ne fait pas rien dans ce domaine, c'est-à-dire que réellement, depuis un certain nombre d'années, le travail conjoint avec les familles est une préoccupation qui est importante et particulièrement dans l'éducation prioritaire. Ça, on le voit. Moi, j'ai souvenir de visites d'écoles, par exemple à Roubaix, école élémentaire, où vous avez l'horaire des parents. Alors, le plus souvent, ce sont des mamans qui viennent. Et d'une part, dans certains cas, on essaie de, y compris former les familles à certaines notions, de sorte qu'elles puissent plus facilement assumer l'accompagnement de leur enfant. En matière de santé, d'éducation, et là pour le coup les deux sont assez, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, assez proches, et pour au moins comprendre le parcours d'apprentissage. Les familles ne sont pas toujours en mesure de vraiment l'accompagner, ça tout le monde le comprend, mais au moins comprendre comment il va se dérouler, comment il faut encourager son enfant, etc. Et également comment il faut veiller à l'assiduité, qui est un point important, ne pas programmer des départs à des moments où on est encore dans des jours de classe, tout ce genre de questions. En tout cas, on doit dire que la crise sanitaire a rebattu les cartes dans ce domaine, et que un des acquis de cette période, c'est que les enseignants, la communauté éducative et les familles se sont dans la plupart des cas quand même beaucoup rapprochés, parce que les circonstances étaient exceptionnelles, parce qu'on sortait du cadre ordinaire, et que finalement, dans beaucoup de cas, les enseignants ont dû prendre contact directement avec les familles pour prendre les nouvelles des élèves, envoyer les devoirs, vérifier s'ils pouvaient être faits ou pas, mettre à disposition des ressources pédagogiques. Et que aussi l'enseignement à distance a fait que quand les familles étaient équipées pour recevoir les cours, quand même, l'école est entrée dans la maison, si je puis dire, dans le logement familial. Donc les pratiques évoluent. Bon, elles évoluent lentement, mais le schéma que vous décrivez, la famille éduque, l'école instruit, est un schéma presque idéal. Parce que aujourd'hui, on attend beaucoup de l'école qu'elle éduque, y compris sur les gestes les plus élémentaires en matière sanitaire, pour l'éducation la plus simple. L'autre volet, c'est que les familles ne sont pas toujours en mesure d'accompagner le parcours scolaire. Donc, d'où les tentatives, comme les dispositifs devoirs faits pour accompagner davantage les élèves qui ne peuvent pas avoir d'aide à la maison. Voilà. Mais quand même,
un vrai travail a été fait dans les années récentes, me semble-t-il, sur la relation entre l'école et la famille. Très bien, je vous remercie. Monsieur le Président, si vous le voulez bien, nous pouvons peut-être clore cette session, à moins que vous ayez un dernier mot. Très bien, et écoutez, merci Monsieur Gauthier, merci à votre équipe de cette contribution aux travaux du CEC. Dans le cadre de la formation à la citoyenneté, vous avez adressé notamment la question de la citoyenneté dès le plus jeune âge. On peut voir qu'il reste encore du travail à faire. Il reste maintenant aux rapporteurs du comité de se saisir de l'analyse de la Cour afin de mener leurs propres travaux. En attendant, je vous propose d'autoriser la publication du rapport de la Cour des comptes. Il en est ainsi décidé. Je vous remercie.